Émission un peu spéciale ce mois-ci, on est à Paris au Shangri-La Hotel, au forum de la gestion privée de l'AGFI. C'est ici que nous rejoindra notre invitée du jour, Géraldine Métifeux, associée gérante du cabinet Alter Egal. En studio, on retrouvera Laurent Fléchet, président de Primonial Reim, qui est venu défendre sa SCI Capimo, et Mathilde Castagna est partie à la rencontre du premier secrétaire général adjoint de l'ACPR. Patrimoine Online, émission 4 au forum de la gestion privée, c'est parti. Bonjour Géraldine Métifeux. Alors merci d'être venue jusqu'à nous parce qu'habituellement c'est nous qui allons dans les cabinets de nos conseillères et de nos conseillers. Là pour une fois c'est notre invité qui est venu jusqu'à nous. Vous êtes associé gérant du cabinet Alter Egal. Alter Egal du coup en quelques mots, en quelques chiffres, c'est qui, c'est quoi, c'est combien, c'est quelles expertises? Bonjour Gaëtan et merci de me recevoir par un temps printanier frais. Un petit peu frais. Très frais, mais ça m'a fait plaisir de me déplacer, mes bureaux sont chauffés. On le saura pour la prochaine fois. Alter Egal, c'est une société que j'ai fondée en 2005, donc elle aura bientôt 20 ans, enfin on l'espère en tout cas, parce qu'on est très proches. C'est à peu près 130 millions d'euros d'actifs, 180 familles, en version family ou gestion de patrimoine, un petit peu plus. Si on regarde du courtage, c'est un bureau à Paris, un bureau à Aix-en-Provence, c'est 4 associés. C'est 3 personnes au back-office, c'est également un alternant pour venir nous prêter main forte de temps en temps, enfin régulièrement. Régulièrement, parfait. On passe à la première rubrique Géraldine Métifeux. On passe aux 3 actualités selon Géraldine Métifeux. C'est parti. Pour cette première rubrique, Géraldine, vous aviez carte blanche pour choisir les 3 actus du mois sur lesquels vous vouliez revenir. Et pour la première, vous vouliez revenir sur le statu quo de la BCE. Et plus largement, en fait, le statu quo en général en matière de taux, parce que si vous avez bien suivi l'actualité, et j'en doute pas Gaëtan, la fin de l'année... C'est un peu mon métier, vous savez. C'est pas faux, c'est pas faux. Et en fin d'année 2023, elle a été drivée, en tout cas les marchés ont porté un grand enthousiasme à l'idée que les banquiers centraux, dont la BCE, baisseraient massivement et régulièrement les taux pendant l'année 2024. Et ça ouvrait la possibilité d'imaginer que des valeurs de croissance ou que le financement, le crédit serait plus accessible et au fond, ce serait donc une nouvelle ère de croissance qui s'ouvrait à nous au moment où on pouvait s'inquiéter d'un ralentissement de la croissance, notamment en Europe et potentiellement aux États-Unis, même si ça a particulièrement été démenti aux États-Unis. Donc ce statu quo nous intéressait pour voir comment les marchés allaient appréhender un statu quo alors qu'ils s'attendaient à beaucoup plus rapidement et beaucoup plus de baisse des taux de la part notamment de la BCE, mais pas seulement. Et pour l'instant, tout le monde est encore dans l'attente. On le rappelle, le 11 avril dernier, le Conseil des gouverneurs de la BCE s'est réuni et a maintenu ses taux. On rappelle le taux de dépôt à 4%, le taux de refinancement à 4,5% et celui de facilité de prêt marginal à 4,75%. Géraldine, ça fait un moment, comme vous le disiez, que le marché est plongé dans cet entre-deux, dans cette situation un peu bizarre du c'est pour bientôt, mais pas pour tout de suite. Donc concrètement, quel impact ça a sur la gestion des allocs de vos clients ? Objectivement, c'était plutôt relativement porteur sur le premier trimestre, parce que malgré la déception, et c'est entre deux, alors que ça ne devait pas être un entre-deux, en tout cas les marchés n'attendaient pas comme ça, c'est plutôt assez porteur pour les actions et le marché actions tout au long du premier trimestre. C'est un peu plus dur sur le début du deuxième trimestre, on est dans l'attente des résultats, vous l'avez dit, on a 23 avril, etc. Mais globalement, ça nous a plutôt assez facilité la tâche. Après, ce qu'on a pu observer aussi, c'est une sorte de rotation sectorielle dans la classe d'actifs actions, c'est-à-dire que là où la tech était un peu, je ne parle pas du luxe, mais globalement la tech trustait un peu toutes les premières places, on s'aperçoit que les allocataires d'actifs ont mis dans leurs allocations le secteur de la santé qui en revanche a été extrêmement peu utilisé sur les dernières années. Donc on affectionne cette rotation sectorielle qui pour nous n'est pas nécessairement porteuse d'un risque à très court terme de crash sur les marchés. Après, par définition, les crises on ne les voit jamais venir. Ah bah non, on aurait bien aimé mais on ne les voit pas. C'est ça. On passe à la deuxième actu, Géraldine Métifeux. Alors vous m'avez un petit peu surpris parce que je sais que vous n'êtes pas une fanat des cryptos, mais vous avez choisi comme deuxième actu l'autorisation des ETF Bitcoin et Ether à la bourse de Hong Kong. Alors pourquoi cette actu, Géraldine ? Parce que après la SEC, les États-Unis, qui ne sont que d'ailleurs sur le Bitcoin, comme vous venez de le souligner, là c'est Bitcoin et Ether. C'est intéressant de voir comment Hong Kong se comporte de façon un peu indépendante par rapport à sa grande maman Chine, qui est juste à côté, qui interdit tout, elle. D'une part, ça c'est intéressant. Et par ailleurs, c'est intéressant de voir que ces ETF crypto pourront être achetés en nature.
C'est-à-dire que vous venez avec vos cryptos et vous achetez vos ETF sur la bourse de Hong Kong. Alors, vous allez les acheter, hein, c'est pas encore complètement le cas. Là, il y a 4 candidats, mais c'est assez intéressant de voir cette possibilité finalement de rendre liquides des actifs qui sont peut-être un petit peu moins, tels le Bitcoin ou l'Ether dans l'absolu. Et cette autorisation, elle s'inscrit dans un contexte particulier. Elle s'inscrit dans le contexte du 4e halving du Bitcoin. Alors, si vous voulez savoir ce qu'est un halving, on vous met tous les articles en description. Cette autorisation fait suite à celle de la SEC, comme vous l'avez mentionné. L'année dernière, déjà, Hong Kong assouplissait ses conditions pour investir dans les crypto-actifs. Aujourd'hui, le pays s'ouvre aux ETF crypto. Certains observateurs relèvent également les liens géopolitiques avec la Chine et disent que la Chine utilise Hong Kong comme un laboratoire crypto. Cette effervescence, est-ce qu'elle est le signe de la normalisation des cryptos? Et si oui, quelle place du coup dans les allocs des clients? Est-ce que les cryptos sont en train de glisser tranquillement et doucement de la poche purement loisir à la poche un peu plus traditionnelle? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas, Gaëtan. C'est clair, voilà, oui. Non, je pense que c'est pas du tout encore un marché mature. Pour l'instant, c'est soit des grosses baleines qui portent les cryptos et qui étaient les premiers millionnaires, milliardaires des cryptos et des bitcoins, mais ça restait relativement opaque avec peu de traçabilité. Ou alors nos filleuls, neveux, nièces qui s'amusaient avec. Mais entre les deux, il n'y a pas une énorme gamme d'investisseurs ou d'épargnants qui s'y intéressent. Il y a un changement, la Chine. Enfin, j'habite pas à Hong Kong, hein. Oui, enfin, surtout Hong Kong. On sent que ça commence à se normaliser. Eh bien, je pense qu'effectivement, il va être cette finance qui sera beaucoup moins décentralisée, sans doute un peu plus centralisée. Et je pense que dès lors qu'elle sera centralisée, probablement qu'elle sera plus accessible. Mais je ne pense pas qu'on soit encore à une grosse maturité à cet égard. Néanmoins, rester à l'écart des cryptos aujourd'hui, en tout cas ne pas s'y intéresser du tout, je pense que ce serait une erreur pour un conseil en gestion de patrimoine, parce que ça intéresse une partie de nos clients, les futurs épargnants, la génération d'après ou la génération d'après pour notre clientèle. Donc rester à l'écart, ce serait une erreur. Donc s'y intéresser, comprendre le mouvement, faire un pas de côté pour voir comment ça fonctionne, je pense que c'est la base de notre métier. Troisième et dernière actu, Géraldine, on va parler d'ESG. Vous avez choisi la résolution portée par une vingtaine d'investisseurs à la prochaine assemblée générale de Total Energy. Ça sera le 24 mai prochain. Cette résolution, elle vise à mettre fin au cumul des fonctions de Patrick Pouyanné, qui aujourd'hui cumule le poste de directeur général et celui de président du conseil d'administration de Total Energy. Alors, je précise, on tourne cette émission le 23 avril, donc on est encore à un mois de la résolution, donc on ne sait pas encore si cette résolution sera validée ou non. Qu'est-ce qu'elle vous inspire en tous les cas? Alors d'abord, elle m'inspire que pour une fois, on ne parle pas que de ESG de façon environnement, pour une fois, on parle un peu gouvernance. C'est sachant que Total a été très souvent agité sur la partie environnementale et un peu moins sur la partie gouvernance. Ça m'inspire pas grand-chose, c'est-à-dire qu'au fond, Total, si c'est bien géré et que les actionnaires n'y voient pas de difficulté, qu'on puisse regrouper deux fonctions, ça me pourquoi pas, c'est pas particulièrement, ça peut être assez égal. Mais c'est intéressant en tout cas que les actionnaires, pour une fois, se positionnent d'un point de vue gouvernance en disant que pour eux, la société et leurs intérêts seront mieux préservés si on devait dissocier, si on va avoir un exécutif bicéphale plutôt que quelqu'un qui se concentre l'entièreté des pouvoirs de direction. L'ESG sera l'objet d'une des tables rondes du forum de la gestion privée. Je rappelle, on est Vous m'étonnez, c'est rare. À l'événement de la GFI. Oui, on est très inspiré pour nos thèmes. Les limites de l'investissement responsable, on commence à en entendre de plus en plus parler. Selon vous, quelles sont ces limites aujourd'hui, Géraldine Métifeux? Est-ce qu'on va peut-être trop loin parfois sur certains points de l'ESG? Je pense que dans l'ESG, en tout cas l'ISR, dans la finance, je pense que la façon dont c'est amené, ça va trop loin. D'abord, c'est relativement incompréhensible pour n'importe qui souhaite réellement s'y pencher. La certification ISR-AMF, elle est d'une complexité considérable. Les clients n'y comprennent pas grand-chose parce qu'on ne se met pas à la place de l'investisseur. L'investisseur, il veut savoir s'il y a un impact positif globalement. Il ne veut pas connaître la granularité de l'impact, le montant, le pourcentage, 25%. Ça n'a aucun sens pour un épargnant. On veut tous le bien-être de la planète, on veut tous mieux vivre, mais les contraintes qui sont imposées aujourd'hui, elles ne me semblent pas forcément bonnes. Je comprends qu'il faille aller dans ce sens-là, et d'ailleurs je crois que personne ne peut le nier. Je ne suis pas sûr que cette marche forcée, inspirée par la France, soit la meilleure façon d'y accéder. Merci Géraldine. On passe maintenant à la deuxième rubrique. Vous avez l'habitude d'entendre la voix de crooner de Jean-Philippe Masse, notre journaliste spécialisé en gestion d'actifs. Cette fois-ci, ce n'était pas lui qui a interrogé notre gérant, je vous laisse deviner qui c'est. Le gérant, en tous les cas, c'était Laurent Fléchet, le président de Primonial Reim et futur président de Primonial tout court. Il est venu défendre son fonds Capimo. On les écoute et on revient. Bonjour Laurent Fléchet. Bonjour. Vous êtes président de Primonial Reim. Je vous présente le concept de cette rubrique. Je vous diffuse 5 images en rapport avec 5 questions sur votre fonds phare Capimo. Est-ce que vous êtes prêt? Je suis prêt.
On y va. En septembre dernier, le marché a appris les difficultés de Capimo. La SCI approchait de son plafond de liquidité de 1 milliard d'euros. Sa valeur liquidative a baissé par 2 fois, d'abord moins 11,83%, puis moins 9,04% en février dernier. Où en est Capimo aujourd'hui? Alors je pense qu'il est bon de rappeler que Capimo est un fonds de fonds et détient donc une allocation immobilière au travers de détentions directes, mais aussi des participations, dont certains sont gérés par les équipes de Primonial REM. La remontée des taux en juin 2022 impacte sur la performance de l'immobilier, et Capimo, comme les autres sociétés civiles, a vu sa valorisation impactée par cette remontée des taux et la baisse de l'immobilier qu'elle détenait. Aujourd'hui, Capimo, c'est 5,4 milliards de capitalisation. C'est une diversification très importante, à la fois en immobilier détenu directement et indirectement, mais surtout en classe d'actifs détenus. C'est 30% de bureaux, c'est un peu plus de 22% d'immobilier santé, que moi j'appelle plutôt de l'infrastructure sociale, 18% de résidentiel, et le reste étant réparti entre du commerce, de l'hôtellerie et de la logistique. Son gérant Louis Molino a récemment indiqué sur LinkedIn avoir quitté son poste en mars. Qui a pris la relève? Après avoir passé une grande partie de son expérience professionnelle, Louis Molino a souhaité orienter différemment sa carrière. Et donc nous avons aujourd'hui une équipe de gérants, comme c'était le cas avec Louis, une équipe avec Nazim Bosli, Antoine Sassier. Il y a un nouveau collaborateur, Philippe Goldberger, qui était patron du Fund Management au Luxembourg, qui rejoint l'équipe pour continuer à piloter le Fund Management de cette SC. On passe à la deuxième image. C'est un commentaire sur LinkedIn en réaction à votre annonce de suppression des 2% de commission acquises au fonds. C'était en septembre dernier. Je vous le lis. Quand on coule, on évacue les femmes et les enfants d'abord. On n'invite pas d'autres passagers à monter. C'est un peu vif, mais des réactions comme celle-ci, il y en a eu beaucoup. Signe que le marché a accueilli assez sèchement cette décision. Avec le recul, Laurent Fléché, est-ce que vous regrettez le timing et ou cette décision ? Alors, avant de répondre à la question, je vais reprendre quand même l'intitulé. Quand on coule, Capimo n'a pas coulé. On parle beaucoup de Capimo parce que c'est la plus importante en termes de capitalisation. Sans doute, on a, en termes de timing, mis en place cette modalité à un moment qui n'était pas le bon. Et il n'y a qu'une chose qui, pour moi, compte, c'est la défense des porteurs de parts, donc des clients qui, in fine, derrière les assureurs vie, sont les investisseurs. Et c'est sur la durée que nous travaillons cela, et ce n'est pas une question de frais, c'est une question de performance. En octobre dernier, Grégory Frappet, président du directoire de Primonial REIM France, annonçait un plan d'arbitrage de 2,2 milliards étalé sur 3 ans. L'actif net de Capimo est depuis passé de plus de 7 milliards d'euros début 2023 à 5,5 milliards aujourd'hui. Où en est du coup ce plan de cession aujourd'hui ? Alors j'entends beaucoup de choses, et c'est la raison pour laquelle, en n'étant pas le gérant, je suis moi président de l'ensemble du pôle immobilier du groupe Primonial, que je souhaitais intervenir aujourd'hui, et notamment sur ce plan d'arbitrage. Ce plan d'arbitrage, il a été décidé et validé entre la société de gestion et les 15 assureurs vie qui sont les actionnaires de cette SCI. Ce plan, quel est-il? C'est un plan de 2,2 milliards étalé sur 3 ans. Ce qui veut dire que sur 2024, nous avons un objectif de cession de 700 millions d'euros. Aujourd'hui, quasiment 300 millions d'euros sont déjà réalisés. 200 millions d'euros signés et 90 millions d'euros, un peu moins de 100 millions d'euros, qui sont en cours de finalisation, c'est-à-dire qu'on est entre la promesse et le closing. Nous avons en même temps lancé pour 400 millions d'euros d'arbitrage complémentaire. Alors j'entends plein de choses sur des bureaux, il n'y a aucun actif de bureau qui soit arbitré, et le plan d'arbitrage complémentaire est essentiellement orienté sur des logements résidentiels qui ne sont pas situés en France, mais sur lesquels nous avions investi dans différents marchés et différents pays de la zone euro, et sur lesquels on a très peu de différence de valorisation sur ce patrimoine. Et avec ces arbitrages de portefeuille résidentiel, plus tout ce qui a été déjà réalisé, le plan d'arbitrage 2024 sera en ligne avec ce que nous avons prévu. Et ce que je tiens à dire, c'est que sur les 300 millions d'euros qui sont soit signés, soit en cours de signature, nous sommes à l'euro près en termes de réalisation,
entre les valeurs d'expertise retenues pour calculer la valeur liquidative et les prix qui ont été obtenus dans le cadre de ces cessions d'actifs. Et 1, et 2, et 3, est-ce qu'une troisième baisse de VL est encore possible ou le marché a atteint un point bas selon vous? Clairement, 2023 a été une année très compliquée. Très compliquée, pourquoi? Parce que nous n'avions aucune visibilité. Aucune visibilité sur là où les banques centrales voulaient aller en termes de remontée de taux. Et aucune visibilité puisqu'on ne savait pas où les prix allaient s'ajuster, aucune transaction. Donc pas d'éléments de comparaison. On peut dire que ce momentum est derrière nous. Début 2024, une grande partie du brouillard s'est dissipée, on y voit plus clair. On voit que les banques centrales, aujourd'hui, on dit on a atteint un plateau, on va sans doute baisser, on ne sait pas quand. Et donc ça nous redonne de la visibilité, ce qui me laisse à penser que le gros des ajustements, la grande partie des ajustements est derrière nous, et qu'aujourd'hui, s'il devait encore y avoir des ajustements, ça serait vraiment à la marge, bien évidemment, dans un secteur économique et géopolitique qui est celui d'aujourd'hui. Quelle stratégie, du coup, pour sauver, relancer Capimo? Alors, Capimo n'est pas à sauver. Capimo est un vrai fonds diversifié qui permet de donner la performance de l'immobilier. Donc la vraie question, c'est quelle va être la performance de l'immobilier demain? Et donc, quel va être le nouveau cycle? Le nouveau cycle qui va s'ouvrir devant nous, c'est un cycle où la création de valeur se fera non pas par une compression des taux, donc une augmentation mécanique de la valeur de l'immobilier par le marché, mais ça va être un cycle que j'appelle moi d'income, de revenus, c'est-à-dire la capacité d'un produit à capter des loyers, à capter l'indexation des loyers parce qu'on va rester sur des niveaux d'inflation élevés pour créer une performance récurrente. Et pour cela, Capimo est certainement un des fonds qui est le mieux armé pour le faire. On a une jambe de revenus qui est en 2023 de 4% à peu près de revenus. Si on regarde, et moi je pense qu'on sera plutôt sur une hypothèse d'indexation, de captation de l'inflation de l'ordre de 2, voire plus, 2,5, voire 3%, on voit bien la capacité dans les années qui viennent de Capimo de distribuer une performance récurrente uniquement sur sa capacité à encaisser ses loyers et à capter l'inflation. Et en plus, si on a une légère baisse des taux de la part des banques centrales, on aura en plus cet impact sur la valorisation et ça viendra augmenter le total return, la performance globale de Capimo. Merci Laurent Fléchet d'avoir été Merci avec beaucoup. nous. Merci. Géraldine, je crois qu'il n'y a pas eu une émission de Patrimoine Online dans laquelle on n'a pas parlé d'immobilier, notamment des limites de l'immobilier dans l'assurance vie. Alors vous, sur ce sujet, je crois que vous faites partie des CGP qui disent l'IMO, les SCPI, les SCI en assurance vie, plus jamais ça, et même si ça se trouve, jamais du tout. Alors, effectivement, nous, on n'est pas des grands fans de mettre un instrument illiquide dans une enveloppe liquide. Ce n'est pas forcément l'endroit. Par ailleurs, nous, dans l'immobilier, ce qu'on apprécie, ou ce qu'on appréciait, c'est le levier, l'effet de levier, le crédit, le fait de pouvoir s'enrichir plus vite, plus fort, ce qui naturellement n'est pas le cas dans le cadre d'un contrat d'assurance vie. Donc, on n'a jamais privilégié, on en a naturellement, mais je vais toujours dire à mes clients qui nous regardent qu'on en a mis, bien sûr, mais très peu, dans nos contrats d'assurance, parce que pour moi, ce n'est pas le lieu de mettre ce genre d'actifs. Merci Géraldine. On passe à la suite, on passe à la troisième rubrique. Notre journaliste spécialisée Mathilde Castagna était en déplacement. Elle est allée à la rencontre de Patrick Montagnier, premier secrétaire général adjoint de l'ACPR, pour parler notamment de la protection des épargnants et du grand ménage dans les UC. On les écoute et on revient. La réglementation en matière de protection des épargnants évolue. De Paris à Bruxelles, le sujet est sur toutes les lèvres. Pour en parler aujourd'hui, je reçois Patrick Montagnier, secrétaire général adjoint de l'ACPR. Suivez-moi. Bonjour Mathilde, je vous en prie, allez-y. Patrick Montagnier, ça fait un peu plus d'un an que les acteurs de l'assurance vie travaillent sur une plus grande transparence des marchés. Ils s'appuient notamment sur la corrélation entre les frais et la performance des supports, notamment les unités de compte. Est-ce qu'aujourd'hui, lorsque les acteurs font un tri dans les produits qui sont disponibles sur le marché, est-ce qu'on peut parler d'un grand ménage? Grand ménage, non, il n'y en a pas besoin d'un grand ménage. Il y avait besoin effectivement de réfléchir à l'offre et c'était
Et on a demandé au marché de le faire tous ensemble au même moment, parce que cette offre, elle s'était beaucoup accrue au fil des années. Les produits s'étaient diversifiés, le nombre d'UC offerts à la vente avait énormément augmenté. Et donc nous avions deux questions, était-elle toute utile, investie, etc. Était-elle toute compréhensible par l'assuré? Et puis surtout, il fallait se reposer la question, qui est une question essentielle, qui n'est pas nouvelle dans l'assurance vie, qui était: est-ce que la rémunération moyenne offerte aux assurés, alors pas à un instant précis, mais qui s'apprécie un peu sur la durée, était suffisante pour lui permettre quand même d'avoir un intérêt à investir, et que le rendement moyen, ce qui est d'ailleurs un souci légitime et normal d'un assuré, qui est au-delà du cycle, au-delà de l'année pure de l'instant donné, de regarder s'il avait bien quelque chose qui au final lui offrait un retour et lui permettait d'avoir un investissement qui était intéressant pour lui. Qu'est-ce que vous constatez aujourd'hui sur le marché? Est-ce que les acteurs jouent le jeu? Alors, c'est encore un peu tôt puisque nous n'avons pas tout fini. Donc, nos premiers constats, c'est qu'effectivement, les assureurs se sont collectivement saisis de la question, ont vu un intérêt à la démarche. Bien évidemment, cela prend du temps parce que d'abord, il faut regarder chacune des UC, prises une à une. Elles n'ont pas toutes le même type d'investissement. Donc ça, c'est important aussi d'analyser différemment ces différents supports. Deuxièmement, il faut discuter avec les sociétés de gestion de portefeuille, les asset managers, en clair, en mauvais français, qui gèrent tous ces supports. On n'interrompt pas un lien commercial comme ça brutalement, en principe. Et puis, troisièmement, il faut aussi discuter avec les assurés, parce que certains assurés peuvent vouloir garder une UC qui pourrait paraître à l'assureur peu intéressante. Elle peut ne plus être commercialisée dans le futur, mais si l'assuré veut la garder pour lui, elle lui a été proposée dans le passé, il faut aussi discuter avec eux. Donc tout cela prend du temps, c'était normal, c'était attendu, mais nos premiers constats montrent qu'en tout état de cause, les assureurs ont joué le jeu parce qu'ils y voyaient aussi un intérêt de remettre à plat, de prendre un moment de réflexion. Et c'est quelque chose dont nous attendons qu'elle soit poursuivie dans le futur, puisque ce n'est pas une seule fois, c'est bien une démarche qu'il faudra reproduire régulièrement pour vérifier que l'intérêt du client à investir est toujours respecté. L'intérêt du client, la protection des épargnants, ce n'est pas qu'un sujet national. La Commission européenne a planché sur la stratégie d'investissement de détail, la fameuse RIS, qui a fait parler d'elle. Le texte a été légèrement modifié, voté par les eurodéputés de la Commission des affaires économiques du Parlement européen récemment. Qu'est-ce que vous pensez de ce texte? Les médias l'ont qualifié un peu d'assoupli. Est-ce que vous êtes d'accord? Je vais faire une réponse en deux temps. La première, c'est qu'il n'y a pas que la Commission, il y a aussi l'Agence européenne des assurances, EIOPA, qui s'était penchée sur le sujet. Et donc collectivement avec les 27 superviseurs de l'Union européenne. Et donc il y avait eu aussi ces premiers travaux sur ce qui avait été appelé en anglais, donc langue commune entre nous, Value for Money, qui était de réfléchir donc à cet intérêt. Donc il y avait eu ces premiers travaux au niveau des EIOPA. Et nous l'avons décliné au niveau français avec l'idée que cela serve aussi aux réflexions de la Commission européenne sur la RIS, la stratégie d'investissement de détail. Alors assoupli, la proposition européenne c'est toujours compliqué parce qu'il y a trois co-législateurs, la Commission avec en l'occurrence la commissaire, le Parlement et les États membres via les États. Donc on est à une étape, c'est pas fini. Assoupli oui et non, c'était assoupli au ce sens où il y avait eu des déclarations de la commissaire disant qu'elle voulait supprimer l'ensemble des commissions rétrocommissions. C'est en cela que le texte du Parlement, en tout cas voté par la Commission et par la Commission des affaires économiques, peut apparaître comme un assouplissement, mais le processus n'est pas fini, le texte va encore évoluer. Vous avez parlé des commissions rétrocommissions, quel est votre avis là-dessus? La position du superviseur français a toujours été très claire, je la défends partout, dans les instances européennes, mais aussi face aux professionnels du secteur. Les commissions sont nécessaires, ça permet d'irriguer le pays qui est quand même très vaste, quel que soit le type de réseau par lequel on vend un produit, ça peut être un réseau de CGP, ça peut être un réseau de salariés, ça peut être un réseau d'agents généraux, peu importe, et ça permet de toucher tout un territoire qui est quand même très vaste et sans que les gens soient obligés uniquement de faire sa part internet à distance ou de faire des kilomètres pour trouver quelqu'un qui pourrait les conseiller. Donc ça, nous y sommes favorables. Ce conseil, il est normal qu'il soit rémunéré.
fût sous forme de rétrocommission, à condition que ce soit transparent, que le client le sache. Et deuxièmement, que ce soit fait de façon dans l'intérêt du client, c'est-à-dire que ce ne soit pas le niveau de la commission perçue par le vendeur qui détermine le type de produit qu'il vend, mais qui fasse bien ça en fonction de l'intérêt du client. Et le seul point sur lequel nous sommes absolument très vigilants, c'est que les conflits d'intérêts ne polluent pas le conseil et la vente qui est faite. Super, merci beaucoup Patrick Montagny. Je vous en prie, merci. Merci. Géraldine, comment vous suivez, vous, le grand ménage des UC par les assureurs? Déjà, je ne comprends pas très bien que le rôle revienne aux assureurs, qui n'est finalement pas le conseilleur et le conseiller surtout du client, parce que c'est nous, l'intermédiaire auprès du client. Mais c'est les assureurs qui les référencent. Ouais, mais c'est aussi, je ne le comprends pas très bien, à dire vrai. Enfin, si, parce que naturellement, ce sont eux les garants de la liquidité. On l'a vu avec H2O, d'ailleurs, on les félicite pour cela. Mais du coup, c'est vrai que je le comprends mal. Pourquoi ça revient aux assureurs mais puisque c'est la CPR qui l'a voulu, c'est logiquement dans cette escarcelle. Mais je pense que ça aurait pu être aussi un peu mieux organisé avec les organisations professionnelles, type la Chambre nationale des conseillers en gestion en patrimoine, qui objectivement montrent plutôt patte blanche à tous les niveaux. Et ça aurait été peut-être mieux en concertation avec les associations, je pense, en tout cas. Et que les CGP aient un plus grand rôle à jouer là-dessus, c'est-à-dire les responsabiliser davantage et leur faire porter davantage cette responsabilité-là? En tout cas, pour le coup, si la CPR a sondé les uns et les autres, à coup sûr, les assureurs avec lesquels on bosse nous ont jamais sondé pour savoir quels étaient les critères qu'on retenait et ainsi de suite. Donc ils ont fait leur ménage un peu tout seuls. Alors en l'espèce, sur Alter Egal, je dois avouer que ça n'a touché à peu près aucun fonds qu'on utilisait, donc ils ont sans doute tapé juste, c'est-à-dire finalement, je ne sais pas s'ils ont fait ce ratio qu'attendait la CPR, c'est-à-dire le couple rendement-risque, parce que je sais qu'ils appuient sur les frais, mais néanmoins, normalement, c'est pas censé être le sujet, parce que c'est bien le rendement restitué finalement au client qui est important, peu importe combien on a gagné au passage, à mon sens, dès lors que c'était légitime. Mais pour revenir sur mon propos initial, à l'évidence, les assureurs, je pense qu'ils ont mis un paramètre qui est j'ai pas beaucoup d'argent sur le fond, j'ai pas trop d'intérêt à le garder. Ce qui n'est pas complètement idiot non plus, hein. C'est un bon paramètre. Il me semble pas qu'il était dans la discussion, mais c'est un bon paramètre. Eh ben merci Géraldine, ça sera tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous, d'être venu jusqu'ici. La prochaine fois, c'est promis, on va dans vos bureaux. Avec plaisir Gaëtan, merci à vous. Et avant de se quitter, n'oubliez pas, on se retrouve le 23 mai prochain pour les coupoles de la distribution. D'ici là, pour suivre toute l'actu de la gestion de patrimoine, ça se passe sur notre site internet et sur nos réseaux sociaux. Et moi, je vous dis au mois prochain pour un nouveau Patrimoine Online.